Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. On est depuis le Carousel du Louvre à la convention Anacofi. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser tout d'abord à tout ce qui concerne le crédit et même les structurés crédits avec un expert. On verra également ce qui se passe du côté des produits structurés, notamment à l'heure où ça tangue sur les marchés de taux comme d'actions. Et puis enfin, on en a parlé, l'Anacofi, on sera en compagnie de son président David Charlet pour savoir tout ce qui agite le petit monde des conseillers en gestion de patrimoine. La matinale, c'est parti. La matinale depuis le Carousel du Louvre, on est en compagnie de Florian Viros. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice. On va discuter crédit avec vous et ça tombe bien puisque vous êtes spécialiste crédit chez Carmignac. Voilà, Carmignac, plus de 30 milliards d'actifs sous gestion, expertise action, mais expertise aussi obligation, donc crédit avec différentes stratégies bien évidemment. Alors quelles sont justement les stratégies que vous développez chez Carmignac sur le crédit ? Alors notre équipe crédit chez Carmignac gère l'ensemble des encours crédit dans les fonds UCITS. Qui se déclinent notamment dans des fonds crédits dédiés, oui. Qui eux-mêmes se déclinent en deux grandes familles. D'une part, on a le fonds crédit UCITS multi-asset, oui. Pour naviguer sur les marchés de crédit au travers du cycle. Et nous avons aussi une gamme de fonds datés crédit que nous avons lancé en 2020. Nous avons lancé 4 fonds datés crédit jusqu'à présent. Oui, alors ces fonds datés ou fonds à échéance, c'est vrai qu'il y a toute une gamme. En ce moment, Carmignac développe donc ces fonds datés. Est-ce que c'est encore le moment d'en faire? Parce qu'on sait qu'il y avait un momentum assez intéressant avec des taux très hauts, mais là ils ont baissé, ils sont en train de revenir. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur ce type de fonds? Quelle est la stratégie? Oui, alors très bonne question. Alors les fonds datés, pour revenir un petit peu au concept, à ce que c'est en réalité, les fonds datés permettent d'investir sur un horizon de temps prédéfini dans le temps, donc permettent aussi une certaine planification financière du point de vue de l'investisseur, du client. Les fonds datés permettent aussi d'apporter une certaine visibilité sur les rendements potentiels qui peuvent être attendus sur l'horizon d'investissement. Donc ces fonds sont naturellement complémentaires, je dirais même indépendamment de l'environnement de taux, comparé à des stratégies de fonds crédit, on va dire, plus classiques. Cependant, dans l'environnement de taux actuel, on est dans un environnement de taux où notamment les taux sans risque sont bien plus élevés qu'ils ne l'étaient pendant la période pré-2021 par exemple. On a des marges crédit qui restent à des niveaux tout à fait satisfaisants. Donc les rendements qu'on peut aujourd'hui embarquer dans des fonds datés restent aussi tout à fait attractifs et ce produit permet aussi de Oui. capturer ce taux pour les années à venir. La stratégie, ça va être justement, comme vous dites, de capturer cette performance sur du buy and hold. On va porter, c'est ça l'obligation jusqu'à son terme? Tout à fait. Alors l'idée de base, je dirais, c'est une stratégie qui s'appuie avant tout sur une stratégie de portage, mais de façon très diversifiée aussi, donc une grande diversification des risques, où on peut avoir des centaines de positions dans un fonds pour limiter les risques, et une grande transparence sur on va dire le profil financier de ce type de produit. Oui, alors Florent, une question justement sur la volatilité. On voit qu'elle est forte sur les actions depuis l'arrivée d'un certain président Trump à la tête des États-Unis. Elle est également, on la retrouve également sur les obligations, justement, alors qu'on avait plutôt des vents favorables à une baisse des taux du côté des banques centrales. On voit que là, il y a peut-être l'agitation géopolitique, géostratégique qui fait bondir ces taux. On ne sait plus où on en est. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Cette volatilité, elle est favorable pour vous? Alors, je dirais d'une part, la volatilité est déjà présente sur les taux sans risque. On revoit effectivement aussi une certaine volatilité sur les marges de crédit, c'est-à-dire la rémunération des marchés de crédit au-delà du taux sans risque. Donc cette volatilité pour nous est intéressante parce que nous, ce qu'on cherche à faire en tant qu'investisseur crédit, finalement, c'est maximiser les rendements potentiels qu'on peut attendre tout en minimisant les risques fondamentaux potentiels. Donc on essaie vraiment de maximiser cette différence afin d'avoir des rendements, on va dire, épurés des risques fondamentaux qui soient les plus attractifs possibles. Dans des périodes volatiles, ce qu'on observe, c'est souvent une surréaction des marchés par rapport à l'estimation du coût du risque fondamental. Donc si nous, d'une part, on peut capturer ces surestimations du risque au travers de prix et de niveaux d'investissement plus intéressants,
pour nous, c'est une bonne nouvelle, mais j'irai au-delà de la volatilité. Oui. On observe aussi beaucoup de dispersion dans les marchés de crédit. Et c'est ça qui est peut-être même encore plus intéressant pour nous, c'est qu'en tant qu'analystes fondamentaux et en tant qu'investisseurs fondamentaux, on va pouvoir identifier un certain nombre de situations par secteur, segment, qui vont nous permettre effectivement de capturer des taux de rémunération qui seront intéressants comparés à leur risque fondamental. Voilà, par société, pratiquement, tout à fait, sur un même domaine, c'est vrai qu'on n'aura pas la même notation et donc pas la même, échéance de crédit, bien évidemment. On termine par quelque chose d'un peu plus technique encore, pour ceux qui trouveraient ça déjà compliqué. Ce sont les structurés de crédit, et là on retrouve des fameuses lettres CDO, CLO, qui est un peu le sulfureux parce qu'on se souvient de la grande crise évidemment de 2008. Florian, vous vous intéressez au CLO, ces structurés de crédit, comment vous les utilisez aujourd'hui? Alors effectivement, les produits structurés au sens large ont eu très mauvaise presse. Certains de ces produits étaient au cœur de la grande crise financière de 2008, comme on l'a tous vu, notamment les subprimes. Les CLO ont été associés à ces produits, mais ils existent depuis plus de 25 ans. Les CLO en Europe. Loan obligation, c'est un paquet finalement de prêts. C'est un paquet de prêts à des entreprises, c'est du financement pour des entreprises européennes. Donc c'est vraiment du financement crédit classique sous un format un petit peu différent. Ces produits existent depuis plus de 25 ans, donc on a parfois tendance à penser que c'est une innovation financière de ces dernières années, pas du tout. Et on peut observer la performance de ces produits d'un point de vue fondamental, d'un point de vue des pertes qu'on a pu observer et qui ont été extrêmement faibles sur les 25 dernières années. Pour donner un exemple, une tranche notée AAA en Europe n'a jamais fait défaut sur aucune transaction en 25 ans. Donc on a des produits qui sont vraiment en très fort contraste avec les produits qu'on a pu connaître pendant la grande crise et qui offrent des taux de rémunération qui sont tout à fait intéressants. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, maximisation du rendement, minimisation du risque. Sur une obligation triple B de CLO par exemple, investment grade, on peut obtenir des taux de rendement, des taux de marge au-dessus du taux sans risque d'environ 330 points de base, qui se compare à environ 90 points de base sur le marché crédit classique investment grade en Europe. Voilà. Donc on a plus de rémunération, des taux de perte historiques qui ont été nettement plus faibles. Et voilà, des stratégies que vous utilisez bien évidemment au sein des fonds que vous gérez. Tout à fait, ça fait partie. Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur l'expertise crédit chez Carmignac grâce à vous, Florent Viros. Merci. Je rappelle que vous êtes gérant crédit chez Carmignac et à très bientôt dans la matinale. Je vous remercie Fabrice, merci. La matinale depuis le Carrousel du Louvre, on va s'intéresser aux produits structurés et aux conseils dans le produit structuré. On en a d'autant plus besoin que ça tangue en ce moment sur les marchés. On en discute avec Antoine Boisset. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur associé chez Silex, Silex Partners, et avec vous on discute de ces produits structurés alors qu'on l'a vu, toute l'année dernière on a eu le vent en poupe, ça continue. Vous avez développé justement une application pour suivre l'ensemble des produits structurés que les conseillers en gestion de patrimoine, voire les clients pouvaient suivre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr. Alors, on a aujourd'hui effectivement chez Silex une volonté de dire que c'est aussi important de faire les produits structurés que de bien les suivre. C'est vrai. Et pour bien les suivre, alors ça reste des produits complexes. On a trop tendance à penser que quand les marchés montent, les produits sont toujours rappelés. Force est de constater que le marché est en train de changer un petit peu et qu'il y a un petit peu de secousse. Et donc les produits vont avoir des valeurs liquidatives qui vont peut-être évoluer un peu différemment. Et c'est pour ça qu'on a créé un outil qui s'appelle Spark. Et cet outil, on peut l'avoir aussi bien sur le web classique, mais surtout en application, et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'on a son téléphone et on a ses pop-up sur les différentes informations des produits structurés. On suit ça en temps réel finalement, sur son téléphone. On suit ça en temps réel et en termes d'évolution de l'application, les conseillers peuvent mettre les produits qu'ils ont fait avec Silex, les produits qu'ils ont fait à l'extérieur de Silex, et ensuite ils peuvent faire des portefeuilles en fonction de leurs clients, de ce qu'ont leurs clients comme typologie de produits. Donc ça c'est super pratique et ça permet donc d'avoir un suivi
par client des produits structurés, de savoir où on en est. Ouais, tiens, justement, question d'actualité, on voit que les marchés sont en train de tanguer. Il y a encore quelques jours, hein, on était à plus 10, plus 12% en tout cas sur les indices européens. Là, on est revenu peut-être pas très loin du zéro. Ça veut dire qu'il y a des produits qui vont pas être appelés au bout d'un an. Si on a fait avril 2024, avril 2025, on va faire une date de constatation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors justement, il y a plusieurs types de produits. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui peuvent détacher des coupons même lorsque l'indice ou le sous-jacent est en baisse. Oui. C'est ce qu'on appelle des phénix. D'autres produits qui peuvent avoir des barrières de rappel par anticipation qui sont négatives, enfin qui sont dégressives. Aujourd'hui, je pense que c'est fini les produits très à l'ancienne où on dit j'ai une date de constatation par an et puis si je l'ai pas, c'est fini et je m'inquiète par la suite. Là, on a des produits qui peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels, quotidiens même, avec des barrières qui vont descendre, des distributions qui sont même profondes. Aujourd'hui, je pense que les produits doivent être faits de cette façon-là. Oui. C'est obligatoire. Si on se lance sur des produits structurés en disant bon, bah, je vais mettre le plus gros coupon et puis on verra, je croise les doigts et on verra si ça sort, je suis pas certain que ce soit la meilleure des stratégies aujourd'hui. Ouais, d'autant qu'Antoine, on a vu que la finance était très inventive, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être adaptées. Comment justement, dans des conditions de marché aujourd'hui, avec des taux qui flambent un petit peu, qui reflambent en tout cas, avec des actions chahutées, vous allez rendre investissables les idées par exemple de vos analystes? Alors c'est justement dans la question, il y a quasiment la réponse. On a nos analystes et aujourd'hui, moi je n'envisage pas d'investir sur des produits structurés ou en tout cas sur des produits structurés actions sans avoir la capacité d'expliquer pourquoi est-ce qu'on investit sur ces actions. Sur les taux, c'est la même chose. Les taux, ça paraît simple et ça paraît très lisible. Tout le monde dit bah tiens, ça a baissé en 2024. Effectivement, ça a baissé et puis ça a remonté assez fort et puis ça a secoué. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a la capacité nous d'avoir 5 analystes qui sont soit sur les taux, soit sur les actions et qui nous permettent à nos partenaires d'être accompagnés avant la création du produit, de se dire ce sur quoi je vais investir. Et aujourd'hui, il y a énormément d'idées, même si ça chahute, il y a encore énormément d'idées. Et à contrario, il y a des clients qui viennent nous voir avec un scénario en tête, qui se disent bah moi, je pense qu'il va se passer ça sur les taux et créez-moi un produit. Mais clairement. Alors ça, parce qu'il y a une certaine éducation autour des produits structurés, une compréhension, et les gens aujourd'hui ont cette capacité à se projeter sur la création du produit. Il y a 10 ans en arrière, ça venait de l'émetteur ou du broker qui disait aux partenaires, bah, c'est ça qu'il faut que tu fasses et ce sera très bien. Aujourd'hui, effectivement, on a des personnes qui ont leurs propres idées et c'est assez intéressant. Mais on s'aperçoit de plus en plus que nos partenaires sont assez perdus sur le choix des sous-jacents et c'est là où on va les aider. Ouais. D'où le rôle du conseil, de dire bah voilà, vous avez pensé à cette stratégie, mais sachez peut-être qu'il y a d'autres produits qui existent. Exactement. On a un rôle de challenger les idées qui nous arrivent en disant mais t'es sûr que tu veux cette action? Il y a dans le même secteur d'activité une autre qui pourrait peut-être être tout aussi intéressante, mais qui offre plus de potentiel, on le pense. Très bien, on termine Antoine avec votre structure, hein, Silex, qui s'agrandit, en tout cas qui accueille des nouvelles recrues pour mieux servir encore les conseillers en gestion de patrimoine. Exactement, on a la chance aujourd'hui d'avoir recruté Cindy Mellul qui va s'occuper du nord-est de la France, ce qui fait qu'aujourd'hui on est 6 personnes sur la distribution, on est une des équipes les plus étoffées et à chaque fois on a pris des personnes qui étaient seniors et qui savaient exactement ce dont elles parlaient et qui sont quasiment tous issus du milieu des produits structurés. Voilà, en tout cas on l'a compris, le conseil plus que jamais nécessaire, surtout quand ça tangue sur les marchés, sur les produits structurés. Merci Antoine Basset, je rappelle que vous êtes directeur associé chez Silex et à bientôt dans la matinale. Merci beaucoup Fabrice, à bientôt. La matinale depuis le Carousel du Louvre pour cette convention Anacofi et ça tombe bien, on est en compagnie de président de l'Anacofi, David Charlet. Bonjour. Bonjour. Alors, président depuis de nombreuses années, 20 ans, 21 ans déjà? Oui, président d'une vingtaine d'années, avec différentes casquettes. Mais avec aujourd'hui, différentes casquettes. Président de la structure fédérale et cette convention toujours très attendue par le petit monde des CGP. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes d'affluence justement? Qui vient à cette convention de l'Anacofi? Nos membres, essentiellement. Maintenant, on voit qu'avec les années, on a de plus en plus d'invités non-membres, alors des professionnels de l'écosystème, hein, mais nos membres, ils se sont, comme tout le monde, aussi habitués à du digital, de la distance. Ils ont des conférences, et éventuellement sur les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Oui. Donc, ce sont quand même toujours principalement nos membres, c'est leur journée, c'est leur assemblée générale cet après-midi. Par contre, les moments où ils vont venir dans la journée ont peut-être un peu changé aussi avec le temps, mais les invités, et ce qu'on appelle les invités
invités chez nous, c'est une longue liste de gens de notre écosystème. Donc là, je note qu'on a plus d'inscrits qu'on en avait, qu'on n'en a jamais eu. Je crois qu'on doit avoir un pic en termes d'inscription de gens de l'écosystème. Ouais. On verra Alors ça. ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements digitaux, mais on a quand même besoin de ces temps forts où on se retrouve, où on se rassemble, où on va prendre aussi de l'information, on va discuter avec ses pairs. Ouais, c'est vrai. Alors après, il ne faut pas se tromper non plus. Il y a tellement d'événements aujourd'hui dans notre métier et puis moins de gens qui sont intéressés par le présentiel que les formats doivent évoluer. Ici, nous, on est sur un format qui est le grand classique qu'on a depuis des années, mais bon, on l'a déjà fait un peu évoluer. On le fera certainement encore plus évoluer l'année prochaine pour s'adapter à ce qu'attendent aujourd'hui les professionnels et leur manière d'aller vers un événement, vers un salon. On n'est pas un salon, on est une AG, mais il y a quand même un salon autour de l'Assemblée générale, donc il ne faut pas l'oublier. Donc ils viennent, ils sont nombreux, mais ils sont moins nombreux qu'avant, il ne faut pas se le cacher. Quelles vont être, David Charlet, les grandes thématiques ou les grands temps forts là, de cette journée? Qu'est-ce qu'on va évoquer? Alors, les thématiques, c'est quelque chose d'assez simple. On a voulu quelque chose d'un peu glissant, une réflexion autour de... on a souvent fait des projections dans 10 ans que seront les CGP. On va faire plus calme. Compte tenu de tout ce qui bouge ces derniers temps, la question de cette année sur cette convention, c'est bon, point sur 2024, ok. 2025, prolongement de 2024, ou évolution quand même sensible, ou alors carrément une révolution. Voilà, on va se poser cette question-là, et on ne va pas se la poser pour dans 10 ans, on va se la poser pour tout de suite, parce qu'il y a plein de choses sur la table, et donc du coup on va aller en discuter avec nos régulateurs, on a déstructuré un peu la manière de faire notre assemblée, notre convention dans le temps. On a viré les tables rondes pour mettre par exemple des duos. Le régulateur répond au président qui chez nous s'occupe de ce type de métier. Et donc on a l'AMF, on a le CPR qui ont accepté de jouer le jeu. On a la Fédération européenne qui vient nous présenter un livre blanc sur notre écosystème et nos métiers qu'on est en train de produire. Je dis on parce que je suis toujours l'administrateur français exécutif de la Fédération européenne. Donc on a bossé dessus depuis 9 mois, donc c'est intéressant. Et puis on aura quand même une grande table ronde pour traiter cette thématique que je vous ai indiquée. Ça sont les temps forts, matin, l'après-midi. Une intervention sur Harvest, parce que je pense qu'on ne pouvait pas éviter de le faire cette année. Et puis après, c'est mon discours sur l'état de la nation, comme on dit chez nous, c'est à l'Anacofi, c'est-à-dire l'état de l'Anacofi et puis ses projets. Alors là, pour le coup, pas forcément que annuel. Et après, on enquille avec les assemblées générales et on clôturera par une transformation généralisée de tout ça, comme on sait la faire tous les 20 ans. Voilà. Alors oui, sur Harvest. Sur Harvest, alors on rappelle le contexte. C'est vrai que Harvest, qui est un des plus grands opérateurs, sinon le premier en tout cas, qui alimente toutes les bases, qui fait remonter les différents comptes, qui fait tableau de bord un petit peu pour beaucoup de CGP, malheureusement a vu ses comptes piratés, donc il y a eu un shutdown pendant quelques jours. Ils sont en train de tout rétablir bien évidemment, mais c'est vrai que ça a secoué, on s'attendait pas, c'était peut-être la première fois qu'on avait un tel événement. C'est surtout que ça n'a pas concerné que les CGP, contrairement à ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'au départ, tout le monde s'est rué vers nous et je pense que tout le monde, c'est essentiellement les journalistes. Après, on a eu les régulateurs, mais d'abord, on a eu les journalistes, et très vite, qui sont venus vers nous, les présidents d'associations de CGP, mais qui ont négligé un point, c'est que c'est un fournisseur d'outils pour tout l'écosystème, banque, finance, assurance, épargne, gestion de patrimoine aussi, mais j'allais dire presque entre autres. Donc on a eu un incident tel qu'on n'en avait juste jamais eu, compte tenu de ceux à qui ils délivraient de la prestation et avec des outils très variables qu'eux-mêmes avaient plugué sur leur CRM. Voilà, c'est la première fois qu'on a un incident de cette taille-là, dans cet univers-là. C'est pas le premier incident de ce type en France, mais dans cet univers-là. Il faudra qu'on sache en tirer les leçons. Nous, on a très vite essayé de mettre tout ce qu'on pouvait à disposition de nos adhérents. L'immense majorité de nos adhérents nous ont dit merci, quelques-uns ont hurlé, mais je pense comme dans toutes les associations, parce qu'en gros ils auraient espéré qu'on les prenne par la main et puis qu'on fasse tout à leur place, ce qu'on ne peut légalement pas faire, donc s'ils ne le comprennent pas, je ne peux pas le dire, je ne peux rien faire en fait. Et puis parce qu'on n'est pas Harvest, on n'est pas Harvest, on n'a même pas été leur revendeur, on n'est pas un magasin, donc il y a notre limite d'action, mais dans l'ensemble ils ont plutôt bien compris, on a mis tout ça à disposition et on suit ce dossier, on suit le dossier Harvest spécifiquement, mais on suit aussi ce dossier en termes de cyber, enfin, et les autres, que pourrait-il se passer? Et donc, chez nos membres, comment faut-il qu'ils s'organisent si ce genre de choses se reproduit? Voilà.
Exactement, et vigilance, hein, on sent que effectivement la cybersécurité... Oui, mais c'est notre boulot ça. Alors pour le coup, les fédérations ont changé de rôle en 20 ans. Il nous a été délégué le fait d'accompagner nos membres dans un certain nombre de sujets, de traiter les alertes et de les aider à les traiter. Donc faut jamais oublier quand même, beaucoup de gens critiquent par exemple la réforme du courtage, pas oublier que c'est une mission qui a été confiée aux assos. Bien sûr. Donc quand j'avais lu un article en disant il n'y a que quelques assos qui ont fait le boulot, heureusement on était dedans très bien. Mais en fait parce qu'on n'avait pas le choix. D'abord, voilà, on est des élus qui veulent aider leurs membres, mais on n'a pas le choix, on a signé pour ça. Très bien, en tout cas on voit que l'Anacofi est là bien présente pour ses membres. Merci David Charlet, je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi. Excellente journée et excellente Merci à vous, convention, bonne journée. et à très bientôt.